La facture, émission 611. Aujourd'hui, à Laval, des citoyens appellent leur ville à l'aide et frappent un mur. Dégel des tuyaux à l'électricité, attention, danger. Aussi, le RDPRM, cet inconnu que vous auriez avantage à connaître. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Que valez-vous comme citoyen, comme personne, aux yeux des administrations publiques qui gèrent une grande partie de vos vies? Dans votre ville, vous payez vos taxes, vous suivez la réglementation municipale, vous respectez votre part du contrat. Mais que vous reste-t-il quand vous appelez votre ville à l'aide et que vous êtes convaincu qu'elle fuit ses responsabilités? 11 août 2012. Il tombe des cordes sur la ville de Laval. Rue Prince-Rupert, l'eau commence à envahir le sous-sol des Auger-Laflamme. Oh, ça monte vite. On est rendu à 4 pouces 3 quarts. Ils ne sont pas les seuls. 7 de leurs voisins sont aussi inondés. Les pompiers et les cols bleus sont dans la rue. Ils s'activent. On est rendu à 5 pouces et demi. Et l'eau va monter jusqu'à 10 pouces. Et voilà, on est devant une autre réclamation. C'est la deuxième inondation en 2 ans. Ils sont découragés. Ils vont lancer un appel à l'aide à Laval, mais ils vont frapper un mur. Ville de Laval. Ben, j'ai 2 enfants qui dorment ici, ma plus vieille puis mon plus vieux. J'ai 3 enfants. Dans la maison de Patricia Auger et Alain Laflamme, le sous-sol est vraiment la pièce de vie. C'est la salle familiale. C'est nos dimanches soirs à écouter la télévision. Mes enfants font leurs devoirs ici. La petite dernière écoute ses films ici. Ils ont acheté cette maison en 2007. C'est l'investissement de leur vie. Cette inondation, mais aussi celle de 2010, ont bouleversé la vie de cette jeune famille. À chaque fois, il a fallu refaire le sous-sol. De 3 à 4 mois de travaux. On a des entrepreneurs qui travaillent au sous-sol. Ils ont beau faire attention, mais il y a de la poussière partout. Et là, sont où les enfants, là, toute cette période-là? Là, je les couche où? Le linge, les meubles. Pour les 2 inondations, l'assureur a payé une 50aine de milliers de dollars chaque fois. Mais cette fois-ci... Les assurances, ils m'ont envoyé un document me disant que la protection pour les dégâts d'eau provenant du sol n'est plus disponible. Prochaine fois, c'est vous qui payez 50 000 $. Oui. C'est un véritable désastre pour eux. D'autant plus qu'ils n'ont aucun contrôle sur cette situation. Chez M. Laflamme, tous les dispositifs, autant sur le drain de fondation que sur les différents appareils sanitaires, étaient en place et en bon état de fonctionnement. Pierre Beaupré est ingénieur. Alain Laflamme et Patricia Auger lui ont demandé de trouver la cause de ces inondations. Ce qui a pu arriver, à mon avis, c'est qu'il y a eu un refoulement dans l'égout sanitaire de la ville. Les dispositifs anti-refoulement ont fait leur travail, se sont refermés. Ce clapet qui protège leur maison a été bloqué par la pression de l'eau de l'égout. Pendant ce temps, la pluie s'accumulait dans le drain de fondation. Si le clapet est refermé, l'eau ne réussit plus à s'évacuer vers la rue, alors l'eau va s'accumuler aux abords des fondations. Et comme la fondation n'est pas conçue pour être étanche, l'eau va s'infiltrer par les différents joints de construction. Leur système a très bien fonctionné. C'est l'égout de la ville qui a bloqué. Même Laval est d'accord là-dessus. La grande question est donc, quelle est la cause de ce blocage? 12 jours après l'inondation, plusieurs voisins rencontrent des représentants de la ville de Laval. Ils affirment que la ville n'est pas responsable. On a invoqué, vous savez, en statistique, les pluies sans temps. Un énorme déferlement d'eau en peu de temps dans la conduite. Alain Laflamme n'en croit rien. Leurs voisins leur ont révélé que 2 ans avant l'achat de leur maison, il y avait eu une autre inondation, une 3e en 7 ans. Pour lui, c'est clair. C'est l'égout de la ville qui a un problème. Je comprends que je vais devoir me battre et que la ville va d'emblée refuser toute responsabilité, peu importe les éléments de preuve que je vais amener. Se battre et gagner contre une ville est beaucoup plus facile à dire qu'à faire.
Mais quelques semaines plus tard, un événement inattendu va leur redonner courage. Il y a quelqu'un qui est venu de façon anonyme porter un document dans ma boîte aux lettres. C'est un bon de travail du service des travaux publics. La conclusion d'École Bleue est une véritable révélation pour le couple. L'égout a un problème et la Ville doit le réparer. Patricia Auger fait une demande d'accès à l'information à la Ville. Elle veut tout savoir. On me fait payer les documents, je reçois les documents et ça n'a aucun lien avec ce à quoi j'ai demandé. C'est là que j'ai fait « Non, mais là, ça marche pas, là. » Ils doivent en appeler à la Commission d'accès à l'information. Mais ils ne seront entendus que dans 16 mois. La Ville demandera même une remise. C'est une stratégie, on va l'épuiser comme il faut, le citoyen, là. On va l'empêcher, puis on va le faire dormir, puis on va le laisser mariner là-dedans. Vous pensez qu'on a cherché à vous épuiser? Ben oui. Ils n'ont plus le choix. Ils consultent un avocat et poursuivent la Ville. Je veux qu'ils fassent face à la responsabilité. Je veux qu'ils me dédommagent pour tout ce que j'ai enduré et je veux qu'ils réparent la conduite dans la rue. Mais quand ils reçoivent la réponse de la Ville à leur poursuite, c'est le choc. Laval a complètement changé de version. Ce n'est plus une forte pluie qui a bloqué l'égout et causé l'inondation. Laval prétend que quelqu'un a soulevé ce couvercle d'égout qui peut peser plus de 100 kilos pour y jeter un manteau et des guenilles. C'est donc un méfait qui a bloqué l'égout et causé l'inondation. Mais avec 3 inondations en 7 ans, Pierre Beaupré a des doutes sérieux. En 2012, c'était le manteau. En 2010, c'était la salopette. Est-ce qu'en 2005, c'était les bottes puis la tuque? À mon avis, il y a trop de récurrence et c'est trop tout le temps la même chose au même endroit pour que ça soit ça. Alain Laflamme, lui, est convaincu que c'est une autre tactique de la Ville. La Ville dit elle ne peut pas être tenue responsable d'un méfait dont elle est victime. La Ville a-t-elle des preuves de ce qu'elle avance? Nous poserons la question à la Ville de Laval. Chose certaine, les maisons inondées de la rue Prince-Rupert ont perdu beaucoup de valeur. Les Auger-Laflamme ont fait évaluer la leur. Elle vaut 50 000 $ de moins. C'est sûr qu'il y a des soirs là, que j'ai le moton là. C'est sûr qu'il y a des soirs qu'on est démotivé. Je n'ai pas le droit de laisser ça aller. Non. Mai 2014. Un autre choc attend les Auger-Laflamme. 12 jours avant l'audience à la Commission d'accès à l'information, la Ville leur remet les documents. Des documents qu'elle refusait de leur donner depuis 18 mois. Ils découvrent que 3 semaines après l'inondation, l'École Bleue avait inspecté l'égout avec une caméra. Le niveau de l'eau, très élevé ici, les amenait à conclure à l'existence d'un bas-fond. Un bas-fond, c'est la conduite. Au fil des années, le sol peut avoir bougé et la conduite va faire un U. Dans ce U-là, tous les débris, les roches ou tous les autres débris sanitaires qui sont plus pesants peuvent s'accumuler. Ça peut faire un bouchon qui fait que l'eau va s'accumuler. Malgré la conclusion de ses propres employés, la Ville maintient sa position. Selon elle, le blocage et l'inondation ont été causés par un méfait dont elle ne peut être tenue responsable. Marie Gendron est porte-parole de Laval. L'état de la conduite d'égout n'est pas la cause du débordement dans le sol des Laflamme le 11 août. La cause, c'est le blocage. Par des guenilles, comme vous l'avez vu. Mais nous n'avons vu ni guenilles, ni manteau. Et il semblerait qu'aucun employé de Laval ne les ait vus non plus. Non, on n'a pas vu le manteau. Vous l'avez-vous vu, le manteau? Non, vous l'avez-vous vu, le manteau? Moi, je l'ai cherché. Non, personne n'a vu le manteau parce Est-ce que vous avez une photo du manteau? Nous n'avons pas de manteau. Nous avons un rapport de nos experts qui nous parle de faits. La Ville de Laval n'a donc aucune preuve d'un blocage intentionnel de l'égout. Elle n'a qu'un rapport d'experts. Or, ce rapport n'est basé que sur des rumeurs. L'an dernier, Mathieu Godard, l'avocat des Auger-Laflamme, a interrogé sous serment l'expert de la Ville qui a rédigé ce rapport. Et on lui a demandé quelle était la composition du bouchon. Et celui-ci nous a répondu qu'il n'en avait aucune idée. Donc, on sait que les personnes qui étaient là au moment où ils ont débouché l'égout sanitaire n'ont pas eux-mêmes constaté la présence de guenilles ou de manteaux. Depuis 1 an,
Laval sait très bien que sa défense ne repose sur aucune preuve tangible. Pendant ce temps, les Auger-Laflamme, eux, ont déjà dépensé 15 000 $ en frais pour préparer leur cause. On a prouvé là, que la ville est fautive. On sait que c'est à cause de la ville que j'ai enduré tout ça. La perte de valeur marchande est maintenant établie. C'était quoi de dédommager le citoyen puis de réparer ça? Je suis enragé. L'assureur des Auger-Laflamme a finalement accepté de couvrir leur sous-sol, mais pour une somme de 15 000 $ seulement. La couverture précédente était de 75 000 $. Quant à la poursuite intentée par le couple contre la ville de Laval, elle n'aboutira en cours qu'en 2018. Après la pause, dégel des tuyaux à l'électricité. Attention, danger. T'es comme sous le choc. Là, tu regardes ça, tu dis, ça se peut pas, là. C'est notre maison, ça, là. C'est impensable. Tu peux pas t'imaginer ça. Cet hiver, on a beaucoup parlé de dégel de tuyaux. L'opération, qui se fait souvent à l'électricité, n'est pas sans risque. À Montréal, plusieurs incendies suspects ont amené la ville à suspendre l'utilisation de cette technique avant de la permettre à nouveau le lendemain. Froid intense oblige. Il y a 2 ans, nous vous avions raconté l'histoire d'un couple de Cap-Saint-Ignace, au sud-est de Québec, qui avait tout perdu à cause de cette technique contestée. Un reportage encore pertinent aujourd'hui. On voit bien que c'est ici que ça a pris parce que c'est la chambre à Marjorie ici, puis il y a tout a calciné, là. Il n'y avait plus rien dans le garde-robe. Tout y a passé. En février 2013, Mario Caron et Céline Ouellette partent faire une randonnée en motoneige. Ils ne se doutaient pas que durant leur absence, leur maison allait brûler. T'es comme sous le choc. Là, tu regardes ça, tu dis, ça se peut pas, là. C'est notre maison, ça, là. C'est impensable. Tu peux pas t'imaginer ça. On a tout bardu. C'est notre linge, on n'a plus rien de bon. On n'a même pas eu une paire de bas. Juste qu'est-ce qu'on avait sur nous ce matin-là. C'est sûr que ça se rénove pas, là. Tout est attaqué, les poutrelles, tout. Hein. Perte totale? Oui. Perte totale. Les assureurs ont dit que c'était une perte totale, eux autres. Un incendie qui rase votre maison alors que vous n'êtes même pas là, ça soulève des questions. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer en cette froide journée de février à Cap-Saint-Ignace? Et surtout, qui est responsable? La municipalité était en train de dégeler la résidence de biais avec chez nous, l'autre côté de la rue. Elle est en train de dégeler ses conduites d'eau. Puis semble-t-il que c'est ce qui aurait causé l'incendie. Les voisins immédiats étaient là lorsque l'incendie s'est déclaré. Vous habitez ici? Oui, on était ici dehors, on était là. Puis on a vu sortir ça ici. Il y avait le mât qui passait ici. Puis ici, on voyait des étincelles là-dedans, ici. On voyait les étincelles sortir ici. Juste où l'entrée électrique, oui. là? Oui. À un moment donné, même, ça a sorti, à un moment donné, la flamme, mais je ne me pas, ça sortait assez. Ça a sorti pas mal. J'avais peur, j'ai dit, s'il faut que ça pogne, j'ai eu peur. J'ai dit aux pompiers, arrosez-là, il est là, le feu. Il arrosait là-bas, j'ai dit, il n'est pas là, il est là, c'est là. C'est là que ça a pris, hein, vraiment? C'est tout ici, là. Oui, c'est vraiment là, là. On sait maintenant que des étincelles sortaient de leur mât électrique au moment où la municipalité procédait au dégel de l'entrée d'eau de la résidence de l'autre côté de la rue. Est-ce vraiment cette intervention qui a pu provoquer l'incendie qui a ravagé leur maison? Ici, on a une sortie de flamme. Quand les pompiers ont ouvert la porte, ils ont sûrement eu une sortie de flamme par ici. Et c'était les flammes qui provenaient d'ici. Nous avons demandé à Gilles Rudolph, expert en recherche des causes d'incendie, de venir inspecter les lieux. Ici, on a des composantes du mât électrique. Donc, on a un tube ici. Et c'était situé de cette façon-là. À l'extérieur, son attention se porte vers le mât électrique et sur le câble de mise à la terre. À l'intérieur même, on voit que c'est très localisé. Il y a eu une surchauffe du câble électrique. Parce que je suis capable de dire ça, parce que on a une ligne ici, un sillon qui est très, très localisé, qui est de la dimension du câble, et qui a fusionné et qui a fait son sillon. Ça m'indique une chose, c'est que c'est le câble lui-même
qui a surchauffé. Gilles Rudolph n'a pas vraiment de doute sur ce qui a pu provoquer l'incendie. Quant à la cause de l'incendie, j'arrive à une seule hypothèse. Tous les signes, tout ce que j'ai comme données sont tout à fait compatibles avec une origine électrique à la suite d'une surchauffe de la mise à la terre, à la suite d'opérations de dégel de tuyaux. Un employé de la municipalité et un électricien du privé dégelaient les tuyaux cette journée-là avec une soudeuse qui ressemble à celle-ci. Cette machine à souder qu'ils ont utilisée envoie un courant électrique dans la tuyauterie. La chaleur et la vibration font en général fondre la glace, mais pas tout le temps. Parfois, une partie du courant s'échappe en suivant un câble de mise à la terre et peut prendre le chemin d'une résidence voisine. Il faut donc que celui qui opère la machine vérifie régulièrement l'ampérage qui circule dans le tuyau entre les pinces. Si l'ampérage baisse, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas que ça se reproduise en affaire de même. C'est ça qui est important aussi, là. C'est une méthode de dégelage qui n'existe plus. On se le fait dire par des électriciens d'expérience en âge et en expérience en électricité. Ils nous disent, mais ça n'existe plus, cette méthode-là. Pourquoi ça a été utilisé à Cap-Saint-Ignace? Posons-nous la question, là. Force est de constater que cette méthode existe encore. Au Québec, on compte 6 incendies par année causés par l'utilisation de cette technique. Surprenant? Peut-être pas. La Régie du bâtiment n'exige aucune licence pour dégeler des tuyaux. N'importe qui peut le faire de n'importe quelle façon. Mais d'habitude, c'est un plombier qu'on appelle à la rescousse. En général, ça va être l'entrepreneur en plomberie qui va être appelé parce qu'il y a un lien automatique qui se fait à quelque part. C'est du tuyau, je vais appeler un plombier. Normal. C'est la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, la CMMTQ, qui supervise le travail des plombiers et s'occupe des bonnes pratiques. Maintenant, pour la machine à souder, une recommandation, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? En fait, on devrait interdire l'utilisation de la machine à souder qui n'est pas protégée, qui n'est pas faite pour ça, pour le dégelage de la tuyauterie. Et à la limite, on pourrait dire aux gens, voici comment l'utiliser de façon sécuritaire. À quand une interdiction complète de cette technique pour dégeler les tuyaux? Difficile à dire, puisque c'est à chaque municipalité de décider des règlements qui s'appliquent sur son territoire. En attendant, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie vient de publier une fiche technique pour encadrer de façon plus sécuritaire le dégel des tuyaux à l'électricité. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous êtes nombreux à nous écrire pour nous demander si oui ou non les magasins d'articles d'occasion doivent taxer les articles qu'ils vendent. Vous trouvez illogique que des biens sur lesquels les taxes ont déjà été perçues soient à nouveau taxés. Alors, vrai ou faux, les biens achetés dans un magasin d'articles d'occasion sont eux aussi taxables? La réponse après la pause. Vrai ou faux, les biens achetés dans un magasin d'articles d'occasion sont eux aussi taxables? Vrai. Les biens achetés dans un magasin d'articles d'occasion sont taxables, mais il y a une exception. Si ce magasin est exploité par un organisme de charité dûment enregistré, ces biens ne sont pas taxables. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Si je vous dis RDPRM, savez-vous de quoi je parle? Si vous voulez acheter une voiture, un bateau, une motoneige ou une roulotte d'occasion, par exemple, vous avez avantage à connaître cet outil essentiel. Parce que l'ignorer pourrait vous coûter très cher. Regardez bien. Amélie a besoin d'une voiture. Ça tombe bien, une voisine s'apprête à quitter le pays et lui vend la sienne. Amélie adore sa nouvelle voiture jusqu'à ce que 6 mois plus tard, une banque lui téléphone pour lui réclamer le véhicule. Comment est-ce possible? L'ancienne propriétaire devait encore 4 000 $ sur son prêt auto.
Légalement, la banque est donc encore propriétaire de la voiture, même si Amélie a versé plusieurs milliers de dollars pour l'acheter. Amélie doit choisir, payer les 4 000 $ à la banque ou lui remettre la voiture. Et inutile de penser à poursuivre la vendeuse partie à l'étranger sans laisser d'adresse. Amélie aurait pu s'éviter tout ce pétrin. Il aurait suffi qu'avant d'acheter cette voiture, elle consulte le RDPRM, le Registre des droits personnels et réels mobiliers du Québec. Amélie aurait alors su que la voiture n'appartenait pas réellement à sa voisine, mais plutôt à la banque. Et ça lui aurait coûté beaucoup moins que les 4 000 $ qu'elle a décidé de payer pour conserver sa voiture. Le fin mot de l'histoire? Vous achetez la voiture de quelqu'un? N'achetez pas ses dettes. Consultez le RDPRM. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Toronto ou à Labrador City, merci beaucoup d'avoir été là. Voici des extraits de ce que vous verrez la semaine prochaine. Nous garantissons que nos calculs sont précis à 100 %. Un logiciel d'impôt lui donne un gros remboursement. Quand j'ai vu que les gros montants étaient gros, j'ai repassé ma déclaration complète, j'ai regardé si les bons montants venaient dans la bonne case, j'ai refait des calculs. Mais même les logiciels font des erreurs. J'ai tout envoyé ça à la banque pour payer mes prêts. Il y a une faute ici qui a été faite par le commerçant. Une bonne pratique aurait sûrement été de communiquer rapidement avec tous leurs clients. Tout semblait normal, puis tout était correct.